un grand artiste plasticien. Il s'agit de Lamine D. Lamine D. À côté donc un mot anglais, donc assez contrasté. Donc, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien et vous? Bien, merci. Dites-nous déjà, c'est quoi Lamine D et d'où est-ce qu'il est parti ce nom? Lamine D, c'est mon nom d'artiste. Ça veut dire c'est là comme la mine. Mine D, qui signifie D en fait, ça a un double sens. D par mes ancêtres, c'est Davis. Et D, c'est Diao aussi. Donc, pour faire court, pour résumer, c'est ça. C'est ça le nom d'artiste. Et puisque je reviens sur la scène, il me fallait trouver quelque chose de nouveau aussi, d'assez original pour marquer mon empreinte, comme on dit. D'accord, Lamine. Vous avez commencé la peinture depuis quand? Est-ce que aussi vous avez eu à être orienté ou bien influencé par un proche qui était dans cet art-là? Je vous dirais que, par exemple, du point de vue de l'influence, je pense que c'est ombilical. C'est du côté de ma mère. Parce que ma mère, elle fait partie des premières femmes à avoir été admise à l'école des arts, mais elle n'y est jamais allée. Elle a préféré suivre un autre cursus. Et après moi, très tôt, je la voyais qui dessinait beaucoup. Elle dessinait des paysages, elle faisait des portraits. Et j'avais un oncle maternel aussi, qui était un éminent artiste, qui aujourd'hui est décédé, Massa Bagnan. Donc c'est à partir de là, je crois, au-delà de l'innéisme, du don que j'avais, de voir ma mère dessiner, m'a aussi poussé à dessiner. Et je dessinais tout le temps en classe. Tout le temps, je passais mon temps à dessiner. J'écoutais mieux quand je dessinais. Donc je passais mon temps à toujours dessiner en classe avec un stylo, parce que j'ai appris à dessiner avec le stylo. C'est plus tard que je me suis mis au crayon, mais au départ c'était avec le stylo. Donc c'est comment j'ai commencé. Donc ma formation, c'est une formation autodidacte. Ouais, une formation autodidacte et qui au fil des années, je dirais pas, ouais, c'est amélioré par la pratique. Par la pratique et l'expérimentation, comme on dit. De voir par moi-même, d'essayer d'apprendre par moi-même certaines techniques qui sont venues à moi, et après j'ai eu à en discuter avec des gens, beaucoup de gens, des fois des profanes, des fois des professionnels. Donc voilà ce qui m'a amené à améliorer ma peinture, comme on dit. D'accord. Alors, étant autodidacte et puis avec cette influence familiale, donc maternelle, est-ce que pour vous ça a été un plus par rapport à votre cursus scolaire, ou bien ça vous a créé quelques petits soucis? On sait qu'au Sénégal, on n'aime pas trop permettre à son enfant de développer ses capacités artistiques, parce qu'on avait des idées préconçues auparavant par rapport à l'art, surtout par rapport à la musique, et on pensait, et jusqu'à présent, les jeunes écrivent sur les tableaux même, donc parfois l'art nous fait perdre notre temps, en pensant bien sûr à la musique d'abord, mais l'art plastique peut-être n'est pas si développé au Sénégal et en Afrique, bien qu'il y a des pionniers comme Kalidou Kassé, comme vous-même. Mais est-ce que vous avez eu des problèmes quand vous aviez donc cette prédisposition pour pouvoir devenir artiste peintre? Côté famille? Si, du côté de la famille, si, quand même. Il faut le reconnaître. Parce que mon père c'est un enseignant. Et j'étais dans son lycée, parce que c'était le censeur du lycée. Donc vous voyez un peu ce que ça crée. On s'imagine un peu. Ouais. Donc moi, j'étais assez turbulent. Je fuyais beaucoup les cours, surtout les cours de mathématiques. On n'aimait pas trop les maths. Il y avait qu'un seul cours que je ne fuyais jamais. C'était le cours de dessin. Et j'avais un professeur, M. Nadji, c'est l'occasion de le citer, M. Nadji, qui était convaincu que moi j'étais un artiste. Parce que moi je le fréquentais même en dehors de l'école. J'allais chez lui, je voyais ses œuvres, je lui posais beaucoup de questions. Je lui posais tellement de questions qu'en fait,
je crois qu'en fin de compte, moi, je le gênais par rapport à mes questions. Je posais toutes sortes de questions. Et il était quelqu'un de très ouvert, qui m'expliquait beaucoup de choses. Et même une autre anecdote, c'est qu'après, plus tard, on s'est retrouvés. On s'est retrouvés comme ça dans un atelier de peinture. Il est entré, il a vu les œuvres. Il m'a dit, là maintenant je suis sûr que j'avais raison. Donc ça c'était ça. Le problème majeur c'était que mon père me destinait à une autre vie, à une vie beaucoup plus, disons, académique que ce que moi j'avais en moi que je voulais exprimer. Donc je crois que le problème c'était ça, mais on ne peut pas lui en vouloir, hein, parce que c'est un enseignant, c'est normal qu'il ait voulu que ses enfants soient sur le même parcours et puis et un parcours abouti. Vous commencez avec l'élémentaire, vous terminez avec les études universitaires, après vous entrez dans le monde du travail par l'administration et tout. C'est normal, ça peut se comprendre. Oui, ça peut vraiment se comprendre. Donc le seul problème que j'avais, c'était ça. C'était vraiment ça. Bon, du côté de ma mère, je ne pense pas, parce que franchement, elle comprenait. Elle comprenait bien que voilà, ça, mon fils, c'est ça sa vie. Maintenant, je crois que, comme on dit, le temps a fini par avoir raison de nous tous, parce que lui, il est venu à mon expo, et c'est sa première exposition à visiter, déjà. Donc ça lui a fait plaisir. Là, ça lui a fait plaisir. Il est venu avec un dictionnaire de louanges. Je dirais, il m'a dit, t'as fait du gros boulot, je sens que tu as beaucoup travaillé, et que voilà quoi. Donc, même hier, il était là. Il était encore revenu pour s'imprégner encore de l'expo et tout ça. De l'expo, absolument. Finalement, c'est une fierté. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça aux parents? Peut-être que souvent, les parents ne s'imprègnent pas trop des activités de l'enfant en certain âge, et que vu le résultat par rapport à votre parcours, à vous, est-ce que vous allez voir vos enfants en tant qu'artistes, ou bien vous allez aussi restreindre leur créativité en leur disant non, il faut faire ça, il faut apprendre étudier d'abord, et après on va voir ce qu'on pourra faire par rapport à l'art. Après l'avoir vécu. Alors moi, mon credo par rapport aux enfants, il a toujours été clair. Je crois que mes cadets dans la famille me le concéderaient facilement. C'est-à-dire que, en fait, je crois qu'il faut accompagner les enfants. J'ai l'habitude de dire que la famille, la maisonnée, c'est comme un arbre fruitier. Vous avez beau être propriétaire d'une plantation, mais vous ne pourrez jamais dire où terminer, dans quel palais terminera quel fruit, les fruits. Et c'est comme ça avec la progéniture. La progéniture, il faut être assez concentré pour déceler des qualités et les accompagner dans ça. Moi, c'est ça ma conviction. Et c'est ce que j'ai vu avec les jeunes de mon quartier, c'est ce que j'ai vu avec les cadets dans la grande famille élastique africaine, comme on dit. Et je crois que c'est ça, c'est un exemple à suivre par tous les parents. Il faut que les parents soient conscients du fait que vous avez un enfant, vous n'en êtes pas propriétaire. Déjà, vous n'en êtes pas propriétaire, ce n'est pas votre propriété. C'est un don parce que vous pouvez avoir un enfant qui est disons, une richesse universelle. Il faut éviter de vous rattraper sur votre enfant, d'attendre que l'arbre porte ses fruits pour dire il avait raison. Non, il faut que déjà, très tôt, que vous preniez le temps de l'écouter, de le regarder, d'essayer de comprendre. Ce n'est pas toujours facile, hein? Mais il faut essayer de comprendre, de dire, mais mon fils là, il veut être mécanicien. Votre combat à vous maintenant, en tant que parent, c'est de dire, ok, il veut être mécanicien, je vais m'arranger pour qu'il soit le meilleur mécanicien. Je vais m'arranger pour qu'on parle de lui en tant que mécanicien. C'est ça pour moi, ce que les parents doivent faire. Ça, c'est ma conviction. C'est ce que je crois. Et c'est ce que j'essaie aussi de dire tout autour de moi,
avec les enfants, avec voilà, les plus jeunes que moi, qui ont envie de faire des choses, je leur dis toujours, allez-y, mais donnez-moi la raison pour laquelle vous voulez la faire. Le faites-vous parce que vous sauvez quelqu'un, le faites-vous parce que réellement c'est votre ambition à vous. D'accord. C'est très important aussi. Alors, après avoir donc obtenu un droit des affaires à l'Université Bourguiba de Dakar, alors nous, on se pose la question de savoir, est-ce que ces études en droit des affaires vous permettent quand même de gérer votre univers d'artiste plasticien? Est-ce que c'est un plus pour vous pouvoir développer votre entreprise ou bien c'est diamétralement opposé à ce que vous faites? Justement, c'est très lié. Parce que vous savez que dans la vie d'un artiste est faite de contrats. Et avoir fait le droit des affaires et obtenu un diplôme de deuxième année, qui est le DEP, à l'Université de Dakar, qui est là tout près, me permet de mieux lire mes contrats, de comprendre les subtilités d'un contrat. Surtout ça, les subtilités d'un contrat. Parce que tout dernièrement, il y a eu une actrice, je crois, sénégalaise, connue, qui parlait de ça aussi. Elle disait que si elle savait, elle n'aurait pas signé. Donc c'est bon. Il y a toujours des pièges. Voilà. Et je crois qu'aussi, on vit dans un monde où il faut quand même un certain niveau de culture, un certain niveau d'information et d'apprentissage scolaire, ça c'est le minimum, pour même pouvoir partager ses idées. C'est très important parce que, remarque, je vous fais une remarque toute simple. Si aujourd'hui vous étiez venu dans cette exposition d'éminence africaine et que je ne sois pas en mesure de vous parler en anglais, en français ou dans une autre langue, qu'en Wolof, on aurait un problème. Ça deviendrait sectaire. Parce qu'il n'y aurait eu que les gens qui parlent Wolof qui comprendraient. Parce que le Wolof n'est pas encore international. Donc c'est déjà ça. Oui, ça se comprend. Alors, donc, c'était juste une brèche pour dire aux jeunes que quand bien même vous avez un talent quelque part, il faut étudier. C'est très important. Ne serait-ce que pour savoir lire un contrat, parce qu'un contrat, il y a beaucoup de termes dedans que les gens peut-être qui n'ont pas fait les droits n'arrivent pas à maîtriser et du coup ça crée des problèmes. Que ce soit les artistes plasticiens, les artistes musiciens ont toujours ce genre de problème. Et déjà la langue, vous en avez parlé, il faut essayer de parler 2 ou 3 langues étrangères parce que c'est très bénéfique pour vous. Et souvent les artistes sénégalais peut-être ils se limitent au Wolof et quand vous sortez du Sénégal c'est l'anglais. Bon, le français peut-être dans certains pays, mais c'est beaucoup plus l'anglais qui est voilà, développé. Et quand on ne parle pas ce genre de langue, on se retrouve toujours avec des déceptions plus tard parce qu'on se dira on n'avait pas compris le contrat, alors il nous a roulé, et pourtant c'est pas le cas, tout a été écrit. C'est pas de la roulure. Voilà. C'est juste que moi je crois que, vous savez, il y a des gens qui sont encore ancrés dans l'idéologie selon laquelle l'école, mais écoutez, la réalité sur le terrain, c'est ça qui compte. La réalité, c'est qu'il faut un certain niveau. Parce qu'aujourd'hui, l'ambition d'un artiste, je crois que ce n'est pas seulement que de se limiter à un espace réduit, c'est d'aller au-delà des frontières. Au-delà des frontières virtuelles, il y a des frontières physiques qui sont là. Voyager par exemple dans un pays où les gens ne parlent pas, où vous venez, vous voulez expliquer un tableau de, je ne sais pas, vous voulez expliquer Standard African en Wolof, vous pouvez le faire, c'est rien du tout, mais vous aurez besoin d'un traducteur, de quelqu'un qui sera là, qui sera interactif avec vous pour dire ah, voilà, il a dit ça, et on va mettre des oreillettes. Donc, tout cela, je crois que ça devrait être une source pour les Africains et surtout pour les artistes d'aller vers l'information utile. Et ça, c'est quoi? C'est aller apprendre à parler, à comprendre aussi les termes d'un contrat. Parce que c'est très subtil. Un mot, une virgule, un point, ça vous change totalement une phrase. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, on vous met un contrat de parce que d'habitude, le réflexe qu'ont les gens qui signent des contrats, c'est quoi? C'est quoi la somme? Oui, c'est quoi les chiffres?
Une fois que vous savez, ah, c'est 20 millions. Je sais. Je On sais. cherche pas à comprendre. Après, maintenant, vous lisez, vous vous rendez compte que sur les 20 millions, des femmes qui de ça, des probabilités et tout, il vous laisse 2000 francs. Vous dites, non, 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 il m'a roulé. Non, il ne vous a pas roulé. Vous ne savez pas comment lire le contrat. En fait, c'est ça.